Planète 99.5, cuisinez avec Carl Murray. Aujourd'hui, un mijoté de veau au vin blanc, olives et petits légumes. Et comment le lait est-il transformé et pourquoi on développe de nouveaux produits à partir du lait conventionnel? Cuisiner avec Carl Murray, une présentation de Nutrinor, la fromagerie Perron, la boucherie charcuterie Perron et les épices d'Origina. Accueillons notre invité de ce matin. On a la chance aujourd'hui d'avoir un spécialiste. Tu sais, Carl, tu nous amènes toujours des passionnés. Alors, on a un passionné du lait aujourd'hui, Monsieur Laval-Lapointe de Nutrinor, qui est un expert en transformation du lait. Monsieur Lapointe, bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, aujourd'hui, on va parler de la façon dont on transforme le lait, mais aussi pourquoi aujourd'hui on transforme le lait en tout plein d'autres produits. Oui, effectivement. D'abord, peut-être d'entrée de jeu, juste pour signifier à nos auditeurs toute ma passion pour cette industrie-là, l'industrie laitière. Ça part que je suis né quasiment dans un bidon. J'ai été incubé d'un bidon à la ferme. Ouais? Et on avait une ferme familiale dans le coin de Métabetchouan et ça me passionnait. Et j'ai eu le choc de ma vie vers l'âge de 16-17 ans. Je voulais garder la ferme. J'étais allergique à tout ce qui bougeait un peu sur la ferme. Le dermatologue dit « Impossible, tu vas en mourir ». C'était le choc de ma vie. Là, j'étais allé voir l'orienteur. J'étais au séminaire Marie-Graine du clergé. En passant, j'étais dans la même cuvée que M. Marc-André Lévesque, bien connu. De la station ici, OK. Alors, l'orienteur, il dit, il n'y a rien dans le lait qui existe. Il dit ça, il dit, il faut que tu sortes du pays. Non. Là, il dit, non, tu vas faire des devoirs, je veux être dans le lait. Alors, il est revenu 2 semaines plus tard. Il y avait une institution à Saint-Hyacinthe. Bref, j'ai fait mon cours. Et suite à ça, j'ai choisi parce qu'on avait 5-6 offres. Il n'y avait pas beaucoup de finissants. On a fini 3 dans la province à l'opposé. J'ai choisi, à ce moment-là, Nutrinor, qui était l'association coopérative laitière, parce que c'était une coop. Ça correspondait à mes valeurs. Et de fil en aiguille, vous savez, il y a deux grandes branches. J'ai passé une partie de ma vie dans la transformation du lait. Et maintenant, j'opère à la laiterie d'Alma, dans le domaine du lait de consommation. Puis il y a des choses que je ne dirai plus jamais parce que je me disais dans le lait de transformation ça bouge, c'est compliqué, c'est complexe, il y a des procédés. Dans le lait de consommation, pas grand chose à faire là, c'est du lait qu'on embouteille puis je dirais plus jamais ça parce que j'ai jamais autant travaillé de bonne foi depuis 10 ans. C'est une industrie très complexe. Quand on est sur une ferme, moi j'ai toujours vu ça, j'ai jamais goûté, mais tu sais, ils goûtent le lait directement là, lorsqu'il sort du pis de la vache. Ben oui, je dirais qu'à la ferme, on a été élevé à prendre le lait directement d'abord dans le bidon, ensuite dans un bassin reproducteur. Ça goûte quoi? Ben je vous dirais que on est proche. Le goût du lait que le consommateur a avec le lait Nutrinor, vous allez dire, j'ai un parti pris, mais on a travaillé énormément fort à diminuer nos températures de pasteurisation, nos façons de faire pour que le lait se rapproche de la ferme. Puis on entend souvent dire que les gens s'ennuient de ça quand ils sortent de la région. Le lait ici, on réussit à garder proche de la ferme. C'est sûr que la ferme est peut-être un peu plus veloutée par le fait que le lait a 4% de matière grasse. Quand on prend un lait à 2% de matière grasse, évidemment, c'est un peu moins goûteux, mais je vous dirais qu'on s'en rapproche actuellement. Puis là, moi, on me dit que vu qu'on est dans une région un peu plus nordique, que le lait goûte différent parce que les vaches broutent, dans le fond, une herbe qui est différente de ce qui se passe un peu plus au sud du Québec. Oui, je vous dirais qu'on a un climat qui permet d'avoir un goût du lait qui est... Plus sucré? Qui est peut-être... C'est dur à qualifier, mais effectivement, il y a une particularité et qui fait que ça se retrouve dans le lait de consommation, mais on sait que les meilleurs fromages, on parle souvent du fromage de reine, est issu de la région. On a des conditions qui favorisent effectivement d'avoir des propriétés de produits qui sont appréciés des consommateurs. Alors, le lait, il est transformé de quelle façon? Bon. Moi, ce qui me fascine encore aujourd'hui, là, si je vous parlais de la complexité, faut savoir là, qu'à chaque jour, on travaille avec un produit vivant. Un produit qu'à la base, il y a de la microbiologie qu'il faut travailler
la composition du lait qui est vivante, la physique du lait. Si on brasse trop, si on a des pompes qui sont mal ajustées, on peut oxyder la matière grasse. C'est c'est assez complexe. Ah, c'est très complexe. Un peu comme le fromage, dans le fond, là. Oui, comme le fromage. Autant dans le fromage que dans le lait de consommation, c'est très, très, très complexe. Et chaque jour, on doit... Pour vous donner une idée de ce qui se passe à une laiterie comme Alma, je pense que ça va surprendre nos auditeurs. À chaque semaine, on transforme entre 160 et 170 produits différents. Hein? Dans 25 à 26 recettes actuellement. On se dirige vers le 30 recettes après les fêtes, des recettes différentes. C'est sur 6 embouteilleuses différentes. Donc, puis chaque produit doit être reçu, standardisé, c'est-à-dire ajusté, inspecté. Là, ça veut dire le lait crémé, le lait à 1%, 2%, etc., oui. Les laits probiotiques. Exact. Biologiques, les laits biologiques, effectivement, on a toute une gamme maintenant de produits biologiques, incluant du chocolat, ainsi de suite, des crèmes biologiques, et chaque produit doit être ségrégué, il doit être séparé. Mais c'est quoi la différence entre un lait régulier et un lait biologique? Ben, je vous dirais, c'est surtout, premièrement, l'usine doit être très bien séparée. C'est déjà facile à dire, mais difficile à faire. Ouais. Mais ça passe beaucoup au niveau de la ferme, avec des engrais plus organiques, avec absence d'antibiotiques, rotation des cultures. Je vous avouerai que je suis pas même si je suis issu de la ferme, ça a évolué beaucoup depuis 30 ans, ça ne me rajeunit pas, mais je suis pas spécialiste, mais grosso modo, c'est ce qui différencie un petit peu la culture biologique de la culture conventionnelle, où il y a peut-être plus des monocultures ou des choses comme ça. Pour nous, les consommateurs, là, il y a toutes sortes de laits maintenant. Pourquoi on développe autant de nouveaux produits? Bon. Nous autres, à Alma, honnêtement, je dis souvent, on est condamnés à développer des nouveaux produits. Puis je vous dirais qu'on est pour notre petite taille, parce qu'on a une petite taille à l'échelle nationale, on est avec une équipe relativement restreinte, compétente, cependant. On développe quand même beaucoup de nouveaux produits, parce que si on demeure, dans notre cas, il y a 2 raisons. Le lait traditionnel? Le lait traditionnel. Il y a 2 raisons pour qu'on le fait. Premièrement, on veut offrir de quoi de mieux aux consommateurs. Ça, on pourrait dire, c'est la raison noble. Mais la raison bien terre à terre, c'est que si on le fait pas, la concurrence le fait. Le fait. Et si on demeure uniquement dans le lait ordinaire consommation, qui est un lait régulier, on réussira pas à tirer notre épingle du jeu. Au niveau. Mais moi, comme consommateur, je vais à l'épicerie, Carl, je sais pas pour toi, mais moi, écoute, je vois la pinte, là, moi, je me prends du 1%, là, alors je prends le 1%, puis je suis bien heureux, là, puis mon lait, il est très bon, là, puis je cherche pas à goûter autre chose. Ben, chaque client, son type de lait. Il y en a qui seulement de la bio, lui, il va aller chercher seulement la pinte rouge, l'autre il va seulement la pinte bleue, la pinte verte, lait au chocolat. Il y en a qui vont le vouloir aussi avec le bouchon, d'autres ils vont dire j'ai pas besoin du bouchon, les formats interviennent. Fait que ça devient complexe. Ça devient complexe. On a développé aussi des produits qui sont moins connus ici, mais ça fait partie nous autres de notre habitude. On a des clients comme par exemple Première Moisson à Montréal. Puis pourquoi qu'on les a comme clients? Parce qu'on a réussi à développer une crème qui a une tenue de fouettabilité là, pour les pâtisseries qui demeure après 24 heures, après 48 heures, et tout ça sans ajouter une liste longue d'ingrédients. On a une liste très courte, très naturelle. Les gens voient carragénine, ils vont dire c'est un peu chimique. Non, c'est issu des algues marines. Donc c'est un produit naturel. Pour un chef cuisinier, c'est important d'avoir une crème qui tient. C'est ça. Et ça, on en a une spécialité, je vous dirais, je pense qu'on est unique au Québec à le faire. Mais là, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est quoi ce crème-là? Là? On peut-tu l'acheter au supermarché? La crème 35%. De Nutrinor, là? Oui, la crème 35% à fouetter. Oui, OK. Parce qu'il y a des crèmes à cuisson. Ça, c'est pas recommandé pour le fouettage. Mais les crèmes à fouetter, 35% c'est la même recette qu'on a développée aussi. C'est quoi, la différence entre une crème à fouetter et une crème à cuisson, là? Tu sais, juste pour que je comprenne, là. Je comprends qu'être à fouetter, ça le dit, il faut la fouetter, mais dans les faits, là, c'est quoi la différence? Ben, c'est au niveau, je pense que Carl pourrait encore mieux répondre que moi, mais les chefs cuisiniers, quand ils font des plats, vont avoir à faire de la cuisson avec ajout de vin, par exemple. Alors, il faut que les crèmes épaississent rapidement lors de la cuisson, parce que c'est un critère qui nous a demandé. Si ça prend trop de temps à épaissir, on n'a pas de temps à perdre. On a dans les grands restaurants et tout ça. Exactement. Donc, il faut qu'elle épaississe rapidement, il faut pas qu'elle coagule, faut pas, mais de l'autre côté,
elle est pas bonne pour fouetter, cette viande-là. Parce que si aussi on en fouette une, ben il faut qu'elle reste. Plus longtemps elle reste fouettée, ben mieux c'est. Parce que si on passe aussi des heures à fouetter, c'est pas mieux. Là. Alors, ça prend vraiment l'équilibre entre les deux. Absolument. Quand vous rencontrez des consommateurs, que les consommateurs vous posent des questions sur le lait, vous leur dites quoi? Ben, d'un autre côté, on leur dit que c'est un aliment très sain. C'est un des seuls aliments que la nature a créé pour alimenter l'homme. Il y a deux philosophies là-dedans. Il y en a qui disent que le lait est pas bon pour la santé. Mais je pense que l'ensemble des nutritionnistes, l'ensemble des diététistes le recommandent fortement. C'est bon pour les os et tout ça. Quand on retourne à la base, c'est un aliment qui a été créé pour nourrir. Alors qu'on va manger d'autres produits de la nature. Et souvent, c'est plus un mode de reproduction. On va manger des graines de quelque chose. C'est plus la graine, elle a comme objectif de se reproduire pour donner une autre plante. Mais quand on garde le lait est un produit fini. C'est pratiquement le seul aliment qui a été... Ça et le miel. Le miel également est un aliment qui a été créé pour nourrir. Donc, ça nous rapproche de la nature. C'est comme ça qu'on présente le produit. Dans notre cas, on essaie de le rendre le plus possible natif. C'est-à-dire avec le moins d'ingrédients possible, ça fait partie de notre mission. Pour qu'il soit le plus naturel possible. Absolument. Dans notre cas, c'est difficile d'avoir des produits, comme je disais tout à l'heure, de faire une crème qui a une bonne tenue avec une liste d'ingrédients de 10-12 ingrédients, là, avec des noms assez longs. C'est difficile. C'est-tu comme le vin ou le fromage? Vous avez, vous, à goûter au lait à tous les jours? Oui. Le goût, la senteur. Écoutez, des senteurs, il doit s'en faire... ça se compte par centaines. Qu'on sent le lait après sa durée de péremption, parce que de rendre le produit à 28 jours, dans notre cas, puis avec une bonne... Nous autres, on vérifie ça à chaque jour, effectivement. Je vous pose la question qui tue. Quel est votre meilleur lait? Quel lait, selon vous, comme goûteur, est le meilleur? Dans la gamme que vous avez? Ben, je vous dirais, il y en a deux, je vous dirais le 3.25, moi dans mon cas, je préfère. Le gars de la ferme, pas trop de problèmes de santé non plus. Puis ça, il y a un mythe un petit peu aussi, parce que 3.25% de gras sur le total, c'est pas beaucoup. Mais mettons que c'est le meilleur. Vrai. Ça, je dis à ma blonde aussi, moi, un 2% ou un 3.25. Tu iras pas me dire que tu vas engraisser à cause que t'as pris ça, là, et de la misère. Il y a un mythe un peu là-dedans. Puis le 1%. Le 3.8 bio également, parce que lui, c'est comme la ferme, on pourrait dire. Là. Si on prend le lait, on le pasteurise, on l'homogénise et on l'embouteille. Et lui, il est typiquement de la ferme. 3.8 bio. 3.8 bio, oui. Ben, merci de nous avoir parlé de lait, M. Lapointe. Ça me fait un grand plaisir. À Planète 99.5, vous écoutez Cuisiner avec Carl Meuret. Une présentation de Nutrinor, la fromagerie Perron, la boucherie charcuterie Perron et les épices d'Original.